fiscale au niveau de la commission de l'UEMOA à nous joindre. Mesdames et messieurs, honorables participants, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du panel. Merci de votre aimable attention. Merci encore une fois. Comme annoncé tout à l'heure à l'entame de mon propos, après plusieurs années d'application, bientôt 14 ans, de la directive qui a été adoptée en 2010, il est nécessaire aujourd'hui de marquer une pause et de faire un bilan. Donc, sur ce point spécifique relativement au bilan qu'on pourrait tirer de la mise en œuvre de cette directive, nous souhaiterions avoir l'avis de M. Amadou Diko, donc pour nous en tenir un peu sur le bilan qu'on pourrait faire de la mise en œuvre de cette directive. Merci donc, bonjour à tout le monde. Je voudrais quand même à l'entame de mon propos remercier IMO à titre pour avoir invité donc la commission de l'UMOA. Mes remerciements donc c'est au nom des autorités de l'INO, la commission de l'UMOA, notamment donc le président, M. Abdoulaye Diop, et le commissaire donc chargé des politiques de la fiscalité intérieure, M. Mamadou Gado. Alors, la directive donc, qui harmonise la fiscalité des valeurs mobilières, qui date de 2010, ce qu'on peut dire, c'est que cette directive, c'est un acte quand même assez généreux, en tout cas, pour accompagner, qui a été pris pour accompagner le marché donc, financier naissant de l'Union. Et je pense qu'à l'ère du bilan, on peut dire qu'aujourd'hui, les États membres, pour l'essentiel en tout cas, ont transposé et appliquent la directive. Alors, si on s'intéresse un peu aux aspects un peu majeurs de la directive, notamment donc la question de la fiscalité applicable aux dividendes, on va parler comme ça, donc les revenus des actions. On constate que tous les États membres donc, ont internalisé les dispositions de la directive, donc appliquent des tarifs qui sont conformes à ce que dit la directive. Il est vrai que certains diront qu'il y a des disparités, mais en fait, c'est parce que la directive prévoit que chaque État membre peut avoir un tarif compris entre 10 et 15. Et donc, vous allez trouver dans un tel État 10%, dans un autre 12, 13, mais tout est conforme à la directive. Deuxièmement, concernant donc la taxation des intérêts, donc les revenus des obligations de façon générale, on constate également qu'à ce niveau, la majorité des États membres appliquent les tarifs prévus par la directive, sauf un peu 3 États membres, mais là c'est compréhensible à mon avis parce que bon, ces États, on voit qu'ils appliquent le même tarif que celui des dividendes, un peu pour éviter les distorsions. Quand on s'intéresse également à la question du taux réduit qui est prévu pour les sociétés cotées en bourse, je pense que là, c'est une mesure un peu pour accompagner en tout cas le départ du marché financier. Et cette mesure, les États membres l'appliquent. Là également, il y a 3 États membres un peu qui appliquent le même tarif, donc le droit commun là, des obligations et des dividendes aux sociétés cotées qui ne font pas de différence, toujours un peu pour éviter les distorsions. Et on a également la question du régime des OPCVM qui est appliqué par l'essentiel des États. Au moins 5 États membres ont transposé ces dispositions-là. Il y a la question des titres publics, leur taxation, parce que je signale que la directive le prévoit. Mais là, on constate qu'au niveau des États membres, les titres donc, publics ne sont pas imposés, en tout cas selon ce que prévoit la directive. Enfin, il y a la question un peu de l'exonération des prestations de services des intermédiaires financiers au niveau du marché financier. Là également, on constate que les États, pour l'essentiel, l'ont transposé, même si certains posent le problème un peu de la déduction, parce que bon, la directive dit que ces prestations-là sont assimilées à des exportations, donc exonérées à la TVA
et aux autres taxes indirectes. Étant assimilé à des exonérations, cela suppose la possibilité donc de rembourser, en tout cas la TVA en amont. Donc c'est le taux zéro comme les exportations. Et là également, il est vrai que, en tout cas, l'application de ce régime de l'exonération, donc de l'exportation, pardon, aux exonérations des services donc d'intermédiation financière, n'est pas tout à fait effective, mais bon, c'est compréhensible à mon niveau. Donc, grosso modo, je pense que la directive, elle est appliquée. À l'heure actuelle, je pense qu'on est quelque part quand même à la croisée des chemins. Il faut revoir un peu cette directive-là pour l'adapter aux exigences de l'ère. Je pense que le dossier, il y a eu un peu, en tout cas, une entreprise, en tout cas, de réforme de la directive. Ça n'a pas abouti, mais c'est toujours dans le pipeline, la révision donc, de la directive, pour pouvoir quelque part concilier, je dirais, l'aspect donc accompagner le développement du marché financier et l'aspect donc mobilisation des recettes fiscales. Comme nous le savons au niveau des États membres, donc il y a ce défi-là qui est à relever. Je pense que les panélistes l'ont relevé. Le taux de pression fiscale est très faible. Et je pense que le marché financier, pour pouvoir être un peu crédible et tenir bien la route, doit être adossé à des trésors publics qui sont solides. Et un trésor public solide suppose vraiment une mobilisation assez optimale des recettes fiscales parce que rembourser la dette suppose pouvoir mobiliser l'impôt pour rembourser. Une dette ne rembourse pas une autre dette. Il faut manifestement avoir donc des ressources propres, les ressources domestiques. Et nous savons aujourd'hui que, en tout cas au niveau même mondial, il y a un changement de paradigme. C'est que il est aujourd'hui acquis que le développement, le financement donc des plans nationaux de développement doit s'appuyer sur les ressources domestiques. Et il faut aujourd'hui, l'idée des bailleurs, c'est d'accompagner les États donc sous-développés là à renforcer leurs administrations fiscales pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu concernant donc, le bilan des mises en œuvre de la directive. Merci. Merci, M. Diko. Donc aujourd'hui, nous constatons que le bilan il est reluisant dans la mesure où beaucoup d'États ont fini par transposer les dispositions ou bien les prescriptions de la directive, quand bien même on a constaté quelques poches de résistance, si on peut l'appeler ainsi. Et à cet effet, nous souhaiterions avoir le regard donc, de M. Dabiré sur l'état d'application de la directive en mettant en exergue les quelques disparités qui ont été relevées au niveau des différents États membres de l'Union. Merci beaucoup. Nous tenons d'abord à remercier Yomo à titre qui nous a donné cette opportunité de participer à ce panel. Et avant de répondre à la question, je dirais que globalement, la question fiscale a toujours été une question sensible, une question qui a toujours suscité des débats, aussi bien au niveau donc, des administrations fiscales qui cherchent à maximiser en réalité la mobilisation de ressources, qu'au niveau des contribuables que nous sommes, qui cherchent les voies et moyens pour payer moins d'impôts. Et d'ailleurs, nous voyons bien que les investisseurs étrangers font de la politique fiscale d'un pays un critère de sélection pour venir investir. Donc, c'est dire que c'est un sujet qui est non seulement sensible, mais qui est un sujet intéressant, qui suscite des débats. Revenant sur le cas concret des pays donc, de l'UEMOA, je dirais que bien avant la directive de 2010, nous avons pu constater que dans certains pays, par exemple, l'impôt sur les dividendes était autour de 18%. C'était un niveau assez élevé qui correspondait plus ou moins au niveau de la TVA. Et avec donc la directive 02-2010, on a pu constater globalement une baisse de cet impôt. Et cette directive, en réalité, qui fixe, je dirais, des intervalles de taux suivant des types bien précis de produits, visait à faire en sorte
que les différentes places financières, quand je parle de places financières, on peut considérer nos pays comme des places financières, soient plus ou moins sur le même pied d'égalité. Donc, en d'autres termes, faisant en sorte pour neutraliser l'aspect compétitivité sur la base de la fiscalité des différentes places financières. À la date d'aujourd'hui, comme l'a dit M. Dicko, on pourrait constater que globalement, pour ce qui concerne donc la fiscalité sur les dividendes, l'ensemble des pays de l'UEMOA respectent plus ou moins la directive. Mais lorsque nous prenons donc les autres types de produits, là, il y a divergence. C'est quelque part les États ou certains États ne voudraient pas perdre leur souveraineté fiscale. Et pour nous, il y a lieu effectivement de réfléchir donc cette harmonisation et avoir les leviers sur lesquels il pourrait tout jouer pour favoriser justement la mise en place d'une politique fiscale harmonisée au niveau de l'UEMOA. Merci. Toujours dans la même lancée en termes de transposition, mais également de mettre toujours le curseur sur les divergences qui ont été relevées d'une juridiction à un autre. Monsieur Azoumé, est-ce que vous pourriez de manière concrète aujourd'hui nous illustrer ces divergences qui ont été constatées à travers notamment les différents taux d'imposition? Merci, Monsieur Si. Alors, je voudrais préciser que la rationalité qui gouverne les décisions des investisseurs veut que le couple risque-rendement soit, dans la mesure du possible, optimisé et donc maximiser le rendement et minimiser le niveau de risque. Et quand vous prenez spécifiquement le rendement, il n'est pas que le taux nominal qui est affiché sur les instruments financiers, mais aussi il y a à prendre en compte les différentes commissions dans des intermédiaires. Il y a aussi et surtout la fiscalité, c'est-à-dire le taux d'imposition. Il se fait que nous sommes dans un marché commun où nous constatons que la fiscalité quand même constitue une variable de décision, en dépit de ce que il y a une directive qui normalement devrait encadrer les taux d'imposition. Alors le constat qui est fait est que d'un pays à un autre, nous avons des tranches, et ces tranches ont été rappelées rapidement sur le Bénin, par exemple. Vous avez 3 niveaux de taux. Vous avez un taux de 6% pour applicable aux revenus générés par les obligations sur une maturité allant jusqu'à 5 ans. Vous avez 3% pour les maturités de 5 à 10 ans. Vous avez 0% pour la tranche au-delà de 10%. Alors, le constat aussi qui est fait est que ces tranches, ces taux ne sont pas identiques d'un pays à un autre. Au niveau du Sénégal, par exemple, vous avez un taux de 6 à 13%. Et donc, cela insère une certaine distorsion pour un investisseur qui veut prendre une décision d'acheter un instrument, un titre public, par exemple. Alors, quand vous avez deux titres publics sur le marché et que vous voulez prendre des décisions, la différence fiscale fait que vous êtes obligé de vous rapporter sur les titres qui vous donnent, même si c'est un rendement plus élevé, mais quand vous faites l'impact net d'impôt, vous êtes obligé de vous rapporter sur les titres plus rentables et donc moins fiscalisés. Cette différence, cette distorsion est également remarquée à travers les différents codes d'impôt. Par exemple, si vous prenez le Code général d'impôt du Bénin, il est précisé que les revenus générés par les titres publics ne sont pas assujettis, enfin sont exonérés de l'IRVM, par exemple, pour les résidents. Alors, la question se pose de savoir, et les non-résidents. Les mêmes principes sont indiqués dans les différents codes des autres États. D'ailleurs, l'UEMOA Titre a publié sur son site un guide sur la fiscalité où les disparités sont assez étayées. Et donc, ça constitue, de notre point de vue, une faiblesse structurelle
donc sur laquelle quand même il convient de mener des réflexions et d'apporter des solutions idoines. Merci. Merci, M. Azoumé. Toujours dans la même lancée en termes de divergence par rapport aux disparités qui ont été relevées du point de vue de la réglementation. Nos éminents experts viennent de mettre le curseur sur les quelques disparités, mais qu'il faudrait toujours aussi, pour avoir un aperçu sur la sécurité juridique des investisseurs, analyser ces disparités relativement aux contrôles fiscaux que subissent les investisseurs. Donc, à cet effet, nous souhaiterions avoir un peu l'avis de M. Umpevi sur les différents redressements fiscaux qui ont été constatés ces dernières années et liés à l'application de la fiscalité des valeurs mobilières pour le cas spécifique du Bénin. M. Umpevi. Merci. Merci, monsieur Si. Bonjour à toutes et à tous. En matière de la fiscalité des valeurs mobilières, déjà en 2011, le Bénin a internalisé les mesures de la directive. Pour ce qui concerne le revenu des titres, c'est entièrement défiscalisé. Je voudrais dire que lorsque les titres sont émis et les entités en achètent, le revenu qui en découle est entièrement exonéré. Mais à ce niveau, le législateur a mis en place un dispositif et le dispositif oblige les acquéreurs de titres à faire des formalités au niveau d'un service de notre administration que nous appelons la mission fiscale des régimes d'exception. À ce niveau, il faut demander les certificats de crédit qui sont des titres de paiement qui montrent que l'État supporte à la place du bénéficiaire les impôts qui pourraient en découler. Ça permet d'examiner les dépenses fiscales, c'est-à-dire la renonciation à la perception de l'impôt qui pourrait découler de ces revenus des titres. Pour ce qui concerne les produits des actions, comme Dico l'a dit, les mesures ont été également internalisées. Et globalement, on constate qu'en matière de produits des actions, il y a moins de difficultés. Mais les chefs de redressement qui sont souvent soulevés sont au niveau du revenu des titres. Les titres, comme nous sommes en train de l'examiner, les revenus générés sont imposables à l'impôt sur le revenu. Et si le législateur a demandé de défiscaliser en respect à la directive, les formalités qui sont mises en place doivent être observées. On se rend compte que ces formalités ne sont pas respectées et comme c'est des questions de délai, il arrive que les bénéficiaires supportent des amendes qui ne sont pas aussi écrasantes. Mais le deuxième chef de redressement qu'on pourrait relever, se rapporte au titre émis par les États de l'UEMOA et ces titres ayant été acquis par les résidents. Alors, c'est entièrement exonéré en matière d'impôt sur le bénéfice, mais il se fait que le revenu de ces titres, lorsqu'on fait le rapatriement de ce revenu au Bénin, il faut supporter l'IRCM. Et ceci toujours en respect à la directive. Et comme
le collègue Paulin vient de démontrer, et lorsque la durée de maturité est entre 5 ans et plus, mais inférieur à 10 ans, le taux applicable, c'est 6%. Et lorsque la durée est 10 ans, le taux passe à 3%. Lorsque c'est supérieur à 10 ans, le taux est 0. Vous constatez là une exonération totale, c'est-à-dire l'application du taux aux revenus ne génère pas d'impôt. Donc, pour la plupart du temps, les difficultés qui sont observées, c'est les revenus qui découlent de ces titres qui sont acquis dans les autres pays de l'UEMOA. Donc, le principe, c'est que lorsque l'État béninois émet des titres et que les résidents achètent, c'est entièrement défiscalisé. Mais lorsque un résident béninois acquiert un titre des autres pays de l'UEMOA, le pays de l'UEMOA ne l'impose pas, respecte les dispositions, mais lorsque ce titre génère des revenus et que l'acquéreur les rapatrie, il est tenu de pouvoir payer l'IRCM. Et à ce niveau, il y a également des difficultés qui sont observées. Évidemment, comme vous venez de me le demander, il y a eu des redressements. Et ces redressements ont été discutés avec les contribuables parce que nous sommes ici dans une procédure contradictoire qui amène le contribuable à exposer ses arguments, lesquels sont analysés. Et suite à l'analyse, l'administration prend une position. Et dans tous les cas, on finit toujours par retrouver celui qui a raison, soit c'est l'administration ou le partenaire. Il arrive aussi des cas où les contribuables ne sont pas du tout d'accord. Ils ont la latitude de pouvoir saisir l'administration à travers ce que nous appelons la saisine. Et cette saisine qui est traitée par l'administration, si le contribuable n'est pas d'avis, n'est pas satisfait, il peut également aller devant les juridictions. Voilà ce que je peux dire qui s'observe globalement dans le traitement des titres et de leurs revenus quant à la fiscalité béninoise. Merci. Oui, pour rester avec vous, M. Umpevi, pour rester avec vous, est-ce que vous pouvez un peu nous en tenir sur le sort qui est généralement réservé à ces redressements ou bien à ces deux principaux points de redressement qui ont été tout à l'heure exposés? Oui, l'internalisation des dispositions des mesures de la directive, si on doit s'en tenir à ce qui est retenu dans la directive, je m'explique. La directive demande la défiscalisation des revenus des titres. Cette défiscalisation est internalisée. Mais ce qu'il faut observer lorsque le résident acquiert le titre d'un autre pays de l'UEMOA, effectivement, le revenu est exonéré à l'impôt sur le bénéfice, mais au même moment, il ne faut pas oublier que l'IRCM est dû à raison des taux qui sont prévus par le législateur. Et ces taux ne sont pas inventés. Ces taux sont contenus dans la directive. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est réservé à ces conflits, parce que c'est des conflits entre l'administration et les partenaires, ces conflits sont parfois tranchés sans qu'on aille faire des recours devant les juridictions. Parfois, ces conflits peuvent amener l'administration et le contribuable à aller devant les juridictions. Et comme vous pouvez l'observer, l'administration a mis en place un certain nombre de dispositifs. Et ces dispositifs consistent d'abord en ce que nous appelons le précontentieux. Le précontentieux, c'est une procédure qui permet aux contribuables de saisir
une instance qui est un comité ad hoc qui réunit un certain nombre d'acteurs qui analysent la situation. Et après avoir analysé la situation, il peut arriver qu'on donne raison aux contribuables. Et il y a eu des cas où le contribuable a raison sur l'administration. Il y a également des cas dans lesquels c'est le contribuable qui est en train de défendre l'indéfendable et les commissaires arrivent à prendre une décision qui va au profit de l'administration. Mais cela ne s'arrête pas là. Lorsque le contribuable n'est pas satisfait, il peut saisir l'administration par un recours administratif. Et là, nous parlons maintenant du contentieux. À ce niveau, les prétentions sont examinées et cela donne lieu à une décision de l'administration. Et si à ce niveau, le contribuable n'est pas satisfait, il a la latitude d'aller devant les juridictions. Et je pense qu'à ce jour, c'est un seul contribuable qui se trouve en prise avec l'administration qui a déféré ce conflit devant les juridictions qui sont en cours de traitement. Pour la plupart du temps, il y a souvent des solutions qui s'observent et qui clôt le conflit. Merci. Merci, M. Mpevi. Donc, nous avons essentiellement retenu que dans le cadre du contrôle fiscal au Bénin, il y a principalement 2 points qui reviennent. L'un est lié à l'exonération dont bénéficient les investisseurs résidents, le plus souvent pour une observation des formalités fiscales associées à cette exonération en termes de certificats de crédit à obtenir, et du coup, ils font l'objet d'amendes. Mais heureusement, comme vous avez dit, il s'agit de redressements qui ne sont pas, comme vous avez dit, écrasants pour les investisseurs, heureusement alors. Et l'autre point qui est aussi très important, ça concerne la fiscalisation des résidents qui procèdent à des souscriptions ou bien qui ont acquis des titres au niveau d'un autre État membre de l'Union. La République du Bénin prévoit une imposition de ces revenus au Bénin, indépendamment de la fiscalité qui pourrait être appliquée à ces revenus au niveau de l'État d'émission. Du coup, si jamais l'État d'émission, par exemple, aurait prévu de fiscaliser ou bien aurait prévu une exonération limitée à ses propres résidents, cela veut dire que cette exonération ne va pas jouer au profit du souscripteur béninois qui n'est pas résident dans l'autre État membre de l'Union, ce qui pourrait poser un peu le problème de la double imposition. Du coup, on aurait besoin d'avoir peut-être un peu l'avis de M. Dicko sur ce que prévoit la directive de 2010 en termes d'élimination de la double imposition. Okay, merci bien. Alors, la double imposition, peut-être c'est de rappeler qu'il y a 2 formes, hein, ce qu'on appelle donc la double imposition juridique et celle qu'on appelle la double imposition économique. Et je signale qu'en matière fiscale, les conventions qui existent, les conventions fiscales pour éviter la double imposition, leur domaine majeur, vraiment, c'est l'élimination de la double imposition juridique. Alors, cela étant dit, je voulais relever 2 choses. Premièrement, c'est qu'entre les États membres de l'UEMOA, il y a un règlement donc pour éviter la double imposition. Ce règlement date de 2008. Tous nos États donc, membres de l'UEMOA sont des États membres de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO également, il y a un acte additionnel qui existe sur la même matière donc, pour éviter la double imposition. Et ces textes-là, ce qu'ils prévoient, c'est que concernant particulièrement donc, ce qu'on appelle dans le jargon les revenus passifs, intérêts, dividendes, donc les dépenses, l'imposition, donc le droit d'imposer appartient primo à l'état de résidence du bénéficiaire du revenu. Okay? Mais le règlement, comme l'acte additionnel prévoit, que l'état des sources, c'est-à-dire l'état d'où provient le revenu dont vous bénéficiez,
peut également imposer. Donc, l'état de résidence impose, mais l'état de source peut imposer. Donc, l'état qui va imposer, premièrement, c'est l'état de source, c'est-à-dire l'état d'où provient le revenu. Il va vous imposer. Et le texte prévoit maintenant que l'état de résidence, lorsque vous allez faire votre déclaration fiscale là où vous résidez, l'état de résidence va prendre en compte donc l'imposition qui a été faite par l'état de source pour éliminer la double imposition. C'est-à-dire, on va vous permettre d'imputer l'impôt déjà payé dans l'état de source à l'impôt qui est normalement dit à l'état de résidence. Voilà un peu ce qu'on avait comme texte un peu avant l'adoption de la directive sur l'harmonisation de la fiscalité des valeurs mobilières en 2010. Parce que le règlement, lui, il date de 2008. Et lorsque donc la directive a été adoptée, une mesure assez, disons, révolutionnaire entre griffes a été introduite et intitulée donc non double imposition. Et cette mesure-là, elle dit quoi? Elle dit lorsque donc un revenu donc de valeur mobilière est perçu et qu'il est imposé dans un État, c'est fini, on n'en parle plus. Mais le texte ne dit pas exactement donc est-ce que c'est l'état de résidence ou l'état de source. Donc c'est de dire que il se peut que ce soit l'état de résidence ou l'état de source qui vous impose, mais dans tous les cas, pardon, lorsque vous êtes imposé dans un État, on n'en parle plus, on ne vous impose plus sur ce revenu-là dans un autre État. Parce que l'autre système, c'est de dire, bon, l'imposition est toujours possible, mais on va tenir compte de ce qui est déjà fait. Donc voilà un peu le mécanisme que nous avons au niveau de notre zone, un peu pour, en tout cas, éviter la double imposition des revenus des valeurs mobilières. Merci. Merci Michel Dicot pour ces précisions qui sont très importantes. Donc nous venons de faire le lien plus ou moins entre la fiscalité et le développement des marchés. Comme nous l'avions aussi annoncé à l'entame de notre propos, la fiscalité, même si elle n'occupe pas la première place au niveau des critères d'investissement, aujourd'hui ne peut plus être occultée ou bien ignorée par les investisseurs. À partir de ce moment, il nous paraît peut-être important de discuter davantage du rôle que la fiscalité pourrait être jouée comme levier incitatif à l'élargissement des investissements sur les marchés publics. Sur cette question, nous aimerions avoir l'avis de M. Dabiré, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup. Et quand on parle du rôle de la fiscalité sur les investissements, je dirais que nous pouvons prendre le cas concret, en fait, des titres publics. Nous avons vu qu'avec tout ce qui a été fait comme avantage, depuis un certain temps, il y a eu un engouement pour ces titres publics, jusqu'à ce qu'il y ait surexposition à un moment donné, dû à plusieurs raisons que nous connaissons, dont la profondeur du marché. C'est dire donc que lorsque vous avez des avantages fiscaux qui sont accordés, mais les investisseurs font des choix, et c'est tout à fait normal. Et notamment les investisseurs étrangers ont tendance à aller sur les places où facilement ils peuvent avoir des avantages. Et parmi ces avantages, nous avons les avantages fiscaux. C'est donc dire qu'avec l'harmonisation fiscale qui a permis une baisse de l'impôt sur les valeurs mobilières, il y a eu un engouement sur les titres et notamment sur les titres publics. C'est un cas concret qui nous montre effectivement que l'harmonisation fiscale est un levier qui est utilisé par tous lors des choix des investissements. Et toujours dans cette optique, justement, je pense que ce qui est important, on pourra y revenir vers la fin, ce n'est pas seulement, en fait, ces avantages fiscaux qui sont accordés, mais j'ai parlé tantôt de la profondeur du marché. C'est dire qu'il faille également jouer sur un certain nombre de variables afin que les avantages accordés
à travers les harmonisations, puissent jouer pleinement leur rôle. Merci. Merci donc pour ces précisions relativement au rôle que la fiscalité pourrait jouer de manière déterminante au niveau des choix d'investissement et aussi au niveau de l'approfondissement du marché financier. Mais nous ne perdons pas de vue dans la présentation tout à l'heure de M. Ongpivi qu'il y a toujours certains risques fiscaux qui ont été relevés et nous sommes en train de parler du développement, de l'élargissement du marché financier. Est-ce que, M. Ongpivi, aujourd'hui, les redressements qui ont été constatés ont un impact un peu sur le développement du marché? Oui, en termes d'impact, on s'attendrait à ce que les investisseurs se retirent. Je peux dire à ce jour, on constate quand même un engouement sur le marché. Vous venez de donner un chiffre qui montre que tout le monde cherche à aller sur ce marché. Pour la preuve que lorsque un État émet un titre, très souvent, avant la date de clôture, on se rend compte que l'enveloppe est bouclée, même parfois au-delà. Cela suppose que les discussions, les rectifications qui surgissent dans le traitement de ces dossiers n'ont pas un impact négatif sur les acteurs, puisque nous les voyons, ils s'activent chaque fois sur le marché. Merci. Merci, M. Ongpivi. Donc, ces redressements ont des impacts qu'on peut relativiser un peu sur le développement des investissements. Mais aujourd'hui, après les quelques éclaircissements que nos panélistes nous ont apportés, nous avons une idée plus ou moins claire de l'état d'harmonisation ou de l'état de transposition de la directive. Comme solution, toujours pour aller vers une harmonisation beaucoup plus achevée par rapport à ce qui a été fait jusque-là depuis l'adoption de la directive de 2010, ce serait bien d'avoir des recommandations fortes qui iraient dans le sens de consolider davantage cette harmonisation-là. Mais juste avant, on souhaiterait avoir aujourd'hui, en termes toujours de développement du marché, selon M. Azoumé, donc une approche méthodologique qui permettrait de déterminer un taux vraiment optimum d'imposition des revenus dans les différents États membres. Merci, M. Si. Alors, parlons de taux optimum. Il faut dire que les gaps observés au niveau des différents États sont parfois en faveur de certains États et en défaveur d'autres États. Alors, je m'explique, c'est-à-dire il y a des États qui ont des taux d'imposition relativement élevés et d'autres qui ont des taux un peu plus faibles. Nous avons donné les tranches de taux tout à l'heure. Et cela suppose qu'il y ait des concessions entre les différents États de part et d'autre, de manière à définir peut-être dans un cadre consensuel un niveau optimal qui soit admis partagé par tous et aussi par les investisseurs, les différents intervenants, tous les acteurs de l'écosystème du marché. Alors, ça suppose évidemment de renoncer à certains excès de taux, excès en griffe, et pour d'autres États de faire des compléments. C'est-à-dire un État par exemple qui a un taux de 3% et un autre État qui a un taux de 6%. Si nous estimons dans un cadre consensuel que le taux idéal est de 4%, donc ça supposerait que certains fassent l'effort de perdre un peu et d'autres de gagner un peu plus. Mais cela demande
encore une fois, que toutes les parties prenantes se retrouvent dans un creuset pour pouvoir situer vraiment les taux, les niveaux de taux qui peuvent arranger toutes les parties de manière à résorber les disparités que nous constatons et qui ont été évoquées par les différents panélistes. Je vous remercie. Donc, nous avions toujours misé sur l'harmonisation pour réduire en tout cas la concurrence fiscale entre les États et promouvoir également une convergence macroéconomique entre les différents États membres de l'Union. Mais aujourd'hui, avec le bilan qui vient d'être dressé, est-ce que, selon vous, Michel Dabiré, l'harmonisation donc au niveau de l'Union permet vraiment, l'harmonisation de la législation applicable aux valeurs mobilières permettrait d'approfondir réellement le marché financier? Merci. Je dirais que la question est assez complexe. Vous voulez savoir si l'harmonisation permet d'approfondir le marché financier? Je dirais, comme je l'ai dit tantôt, quand on parle d'une union économique et monétaire, nous sommes dans une union, ce qui suppose un certain nombre de politiques communes. Politique monétaire commune, politique économique commune, donc politique fiscale commune, politique agricole commune. Et toutes ces politiques ont tendance à créer la compétitivité de la zone, la compétitivité de l'Union. Et je l'ai dit tantôt, avec l'harmonisation fiscale à travers tous les pays, pratiquement, en général, on a tendance à tirer les taux vers le bas, ce qui est un avantage de compétitivité pour des investisseurs. Mais revenant sur notre zone, on l'a dit, avec l'harmonisation, notamment quand on prend le cas des titres publics qui ont été pour la plupart défiscalisés, on a vu que cela a créé un engouement, ça c'est une réalité. Cela a eu sur le court terme, je dis bien, des effets positifs. Mais maintenant, sur le long terme, on peut se poser des questions. Et c'est pourquoi je disais que la profondeur du marché aujourd'hui devient une variable assez critique qui mérite d'être approfondie. Et je pense que depuis hier, en fait, cette question de la profondeur du marché est sur la table. On y réfléchit. Et lorsqu'on parlait de la courbe de taux hier, je pense que ce sont des pistes de solutions qu'on est en train de chercher, de trouver pour favoriser cette profondeur du marché afin que l'harmonisation fiscale puisse jouer pleinement son rôle. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que l'harmonisation en elle seule ne suffit pas en conclusion, mais il faudra tenir compte d'un certain nombre de variables. Et même des variables sociopolitiques, socio-économiques, on pourra peut-être y revenir à la fin. Merci. Merci. Et du coup, M. Azoumé, vous, quelle relation feriez-vous également entre approfondissement du marché et fiscalité? Alors, de mon point de vue, l'harmonisation de la fiscalité n'est pas forcément la panacée. Ce n'est pas la solution absolue, n'est-ce pas, pour garantir l'approfondissement du marché. Nous avons deux objectifs principaux. Assurer l'approfondissement du marché, mais aussi assurer l'élargissement de la base. Parce que plus nous avons des acteurs, plus nous avons des investisseurs qui interviennent sur le marché, plus le marché est dynamique, plus il y a des revenus qui sont générés en dépit des niveaux de taux d'imposition. Et donc, lorsque nous sommes dans une dynamique du marché, nécessairement, cela a des répercussions positives aussi bien sur les budgets des États. Donc, la fiscalité n'est pas la seule variable sur laquelle il faut jouer, n'est-ce pas, pour assurer l'approfondissement du marché, mais il y a également d'autres paramètres. Nous avons dit surtout qu'il faut assurer la culture financière des investisseurs, parce que améliorer la perception que les investisseurs peuvent avoir de la fiscalité, d'autres aspects. Il y a des pistes de solutions qui ont été évoquées hier. Peut-être qu'on va y revenir plus amplement, mais qu'il y a d'autres variables sur lesquelles on peut jouer. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses peut-être à dire sur la thématique,
au regard de son importance, mais nous pensons aussi que c'est important pour adresser certaines problématiques de nous ouvrir au public et de recueillir vos observations, donc vos suggestions et éventuellement vos questions auxquelles nos éminents panélistes se feront le plaisir d'apporter des éléments de réponse. Merci encore une fois, chers panélistes. Monsieur Akoni. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons avoir des micros qui vont circuler pour prendre 3 ou 4 questions avant la fin de ce panel. Qui souhaite poser des questions? Il y en a une ici, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main. On va prendre toutes les questions et y répondre en une fois. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais féliciter les panélistes pour les exposés qui ont été quand même pertinents. J'avais quand même quelques points. C'est des commentaires, c'est aussi des pistes de réflexion parce que nous débattons quand même d'un sujet assez important pour nos économies. En fait, c'est la dette. Hein. Nous parlons de la dette. Et quand nous définissons un peu la dette, il y a 2 critères importants qui sont considérés. Soit vous êtes dans le critère de résidence, soit vous êtes dans le critère de la monnaie. Dans notre zone, il y a une prééminence, en tout cas, du critère de la monnaie, parce qu'on considère que toutes les dettes qui sont émises en francs CFA dans la zone sont considérées comme une dette intérieure, donc parce que tout simplement, donc c'est le critère, une fois de plus, de monnaie qui nous régit, nous tous, qui est mis en avant. Maintenant, sous cette optique-là, je pense qu'il faut regarder la réglementation aujourd'hui à l'aune de cette définition-là pour régler les questions de fiscalité. Parce que l'objectif de la fiscalité, comme le modérateur l'a dit, c'est un peu pour, en tout cas, éviter les distorsions au niveau d'un marché. Si nous partons de cette hypothèse, je pense qu'il faut même revisiter la notion de résidence dans notre zone. Est-ce que faut-il considérer la résidence conformément au territoire national ou bien est-ce qu'il faut le considérer par rapport au territoire économique pour régler la question? Si nous considérons le territoire économique, ça veut dire que tous les titres publics qui sont émis au niveau d'un pays, pour tous les souscripteurs de la zone, on pourrait penser que c'est des résidents. Et à partir de ce moment-là, il y aurait une harmonisation de la fiscalité. Ou bien l'autre réflexion, c'est d'appliquer le règlement 8, comme il l'a dit, dans son entièreté, c'est-à-dire éviter la double imposition juridique. C'est-à-dire une fois que les revenus sont imposés à la source, qu'on évite quand même une imposition, fût-elle un autre impôt, comme l'IRCM, etc. Cela permettrait quand même que le souscripteur paye une seule fois un impôt dans un pays. Et ça réglerait la question peut-être définitivement d'une double imposition. On parle aussi de l'impôt, mais on a mis le focus sur le marché primaire. Mais quand même, on sait qu'il y a une relation très étroite entre le marché primaire et le marché secondaire. Le développement du marché primaire dépend du marché secondaire. Et dans le marché secondaire, il y a des échanges qui se font. Quid, par exemple, des droits d'enregistrement qui sont notés au niveau du marché secondaire. On sait aussi que nos institutions financières sont organisées sous la forme de filiales mères. Quelles sont aussi les approches à apporter dans la fiscalité, donc en termes de relations financières entre les filiales et les mères, entre la maison mère et les filiales? Est-ce que ces relations-là sont appréhendées comme étant des transactions entre 2 entités différentes à fiscaliser ou non? Comment cela devrait être en tout cas appréhendé dans la zone? Mais une fois de plus, tout cela devrait nous amener quand même à annihiler définitivement l'effet de distorsion au niveau des impositions, au niveau de la région. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou des commentaires? On va en prendre encore 2, mais s'il vous plaît, soyez succincts. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, sinon tout le monde ne pourra pas poser la sienne. Bonjour, Monsieur Bourima, directeur général de Saphir Asset Management.
Mais là, j'interviens en tant que secrétaire général de l'ASGOP, l'association professionnelle des SGO. Effectivement, on a parlé là des fiscalités sur les revenus des valeurs mobilières, mais il y a un point qui n'a pas été abordé, me semble-t-il, c'est la fiscalité sur les activités des SGO, par exemple. Là, à ce niveau, au niveau de l'association, nous rencontrons des disparités dans les pays. Dans certains pays, ces activités ne sont pas taxées, donc il n'y a pas de TVA qui est applicable sur ces activités. Mais dans d'autres, l'administration fiscale demande à ce qu'il y ait une TVA soit appliquée. Quelle est votre vision, quelle est votre approche, à M. Dicot surtout, qui est responsable, qui est chargé de la fiscalité à l'UMOA, sur ce point? Merci bien. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui. Merci. Merci à tous les panélistes pour leur intervention, leur connaissance pointue du sujet. J'ai cru entendre comprendre qu'il y avait une sorte d'exonération qui s'appliquait aux prestations de services et intermédiaires. Donc, 2 points. J'aimerais avoir plus de précision là-dessus et savoir si le critère de résidence aussi s'applique dans ce cas ou pas. Merci. Je crois que ça va être tout. Je vous repasse le micro. Monsieur Si. Merci pour ces différentes questions qui sont très pertinentes. Avant de donner peut-être le soin à nos éminents panélistes d'apporter des éléments de réponse, je voudrais juste apporter un petit commentaire par rapport à la première intervention. Je pense que cela a révélé d'une cohérence d'ensemble des textes, de redéfinir la notion de résidence. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres textes de l'UMOA ou bien de la BCEAO, notamment, nous avons le règlement sur les relations financières des États extérieurs des États membres de l'Union. La notion de résidence a été définie par rapport à l'échelle de la zone économique et non pas par rapport à un pays. Donc aujourd'hui, la révision de la directive ou bien la révision de la notion de résidence pourrait être faite à la lumière donc, des autres définitions que l'Union avait déjà retenues. Ça permettrait d'éviter la double imposition parce qu'un résident, qu'il soit malien ou bien qu'il soit sénégalais ou burkinabé, c'est toujours considéré comme un résident au moment de l'émission des titres publics. En matière de droit d'enregistrement, vous avez parlé du marché secondaire, je pense que c'est aussi une préoccupation aujourd'hui. Certes, le curseur a été plus mis sur le marché primaire en termes de souscription et également en termes de traitement fiscal des revenus tirés du marché primaire, mais les marchés secondaires également, ces dernières années, nous avons relevé quelques préoccupations, particulièrement en droit d'enregistrement, comme vous l'avez dit. On peut en vouloir pour preuve le cas du Sénégal, qui jusqu'à l'avènement de la loi de finances pour l'année 2024 imposait au droit d'enregistrement les cessions donc d'obligations, les cessions des titres, que ces derniers soient émis par l'État du Sénégal ou bien les autres États. L'administration fiscale réclamait toujours un droit proportionnel d'1%. C'est avec l'avènement de la loi de finances pour l'année 2024 qu'une exonération a été prévue en faveur des titres qui sont émis par l'État, les collectivités publiques, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si ces problématiques ne sont pas adressées également, ça peut porter un frein ou bien en tout cas ralentir le développement du marché secondaire en contradiction avec l'une des caractéristiques importantes des titres qui est leur libre circulation et leur libre accessibilité. Voilà, donc pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais permettre aux panélistes donc d'intervenir à leur convenance sur les différentes questions ou bien commentaires qui ont été formulés par nos honorables participants. Ok, merci bien pour les questions. Alors, ce que j'ai pu noter, donc la première question, c'est donc la notion de résidence. Je pense que un peu le premier élément à souligner, c'est de dire que la résidence a une définition. Quand vous prenez donc une convention fiscale, on définit ce qu'il faut entendre par résident. Quand vous prenez le règlement de l'UMA, vous allez trouver un article là-bas qui porte sur la définition de la résidence. De même, si vous prenez les codes généraux des impôts des États, au niveau des impôts sur les bénéfices, vous allez trouver
un passage, un article là-bas qui définit la notion de résident. Alors, maintenant, c'est vrai, nous sommes dans une union donc d'intégration, mais il faut comprendre que chaque État a sa fiscalité. C'est-à-dire chaque État applique ses règles de fiscalité sur son territoire. C'est vrai que nous avons des règles, des directives qui harmonisent ou des règlements pour que les États puissent aller dans le même sens, mais chaque État reste souverain par rapport à sa fiscalité. De sorte que donc, le résident, c'est un résident national d'un territoire, d'un pays membre, mais pas un résident régional. Non, non, ça n'existe pas. Donc, c'est toujours au sens d'un territoire national, d'un pays membre. Et la résidence, justement, quand vous prenez la définition, vous avez donc une définition, comme on dit, en compréhension, on vous dit, un résident, donc, celui qui est imposable sur un territoire en raison de son domicile, donc, ou d'un autre critère tel qui est donc prévu par la législation nationale du pays. C'est ça. Et c'est pour ça, justement, il peut y avoir ce qu'on appelle un conflit de résidence, c'est-à-dire au sens de la réglementation nationale de chaque État, un contribuable peut se retrouver considéré comme résident de deux États. Ça arrive. Et c'est pour ça, justement, dans les conventions fiscales, maintenant, on dit, bon, comment pouvoir régler ce problème? C'est-à-dire, si, au regard de la législation nationale, tu as une double résidence, on dit, bon, ben, s'en tenir aux critères, par exemple, de là où se trouvent les intérêts vitaux de la personne, donc où elle réside habituellement. Si tout ça, on voit que de façon chose dans les deux territoires, c'est équilibré. À la fin, on dit, bon, les deux États n'ont qu'à s'asseoir et puis trouver une solution. Oui, c'est comme ça. C'est un peu ça la règle. Donc, ça, c'est le premier élément. Le second élément, bon, je n'ai pas bien saisi la problématique que vous posez. Bon, vous avez parlé de la question donc des sociétés mères et des filiales. OK? Et ce qu'on peut dire d'abord, bon, quand vous dites filiale, je pense qu'on se comprend bien. Parce que quand on dit filiale, ça veut dire que aussi c'est une personne différente de la société mère. OK? La société mère, elle contrôle, mais je vais dire l'autre aussi, c'est une société à part entière. Quand on dit filiale, c'est ça. OK, mais quand on dit établissement stable, donc une succursale, par exemple, ça n'a pas de personnalité morale en principe. Mais au plan du droit fiscal, c'est une entité imposable. Je veux dire par là que la relation entre une filiale et une société mère n'est pas de même nature que la relation entre un établissement stable et la société mère. Je ne sais pas si on se... Mais c'est des aspects qui sont un peu techniques. Hein. Voilà. Mais je n'ai pas bien saisi le problème que vous posez. Voilà, parce que, bon, par rapport au règlement qui existe concernant la non-double imposition, les conventions qui existent, parce que je signale aussi l'autre élément qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une union, c'est vrai, il y a un règlement de non-double qui lie les États membres, mais quelque part, chaque État est souverain pour signer des conventions fiscales avec des États tiers. C'est-à-dire que si vous prenez le Bénin où nous sommes, il y a le règlement qui les lie avec les États membres de l'UEMOA, mais le Bénin a des conventions fiscales avec d'autres États tiers qui ne font pas partie de notre union. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, il est important effectivement que si justement l'État membre, le Bénin, doit signer ce type de convention-là, pour qu'il n'y ait pas de discrimination ou de distorsion, n'est pas donné dans une convention fiscale avec un État tiers des tarifs différents de ceux que vous accordez aux résidents des États membres. Parce que si le règlement dit que 10% sur les dividendes entre les États membres et puis tu vas signer une convention avec un État tiers où tu prévois imposer les résidents de cet État-là à 5%, ça peut créer des distorsions, un désavantage pour ceux qui sont résidents de la zone, ce qui peut poser problème dans une zone d'intégration. Ça, c'est la seconde. Bon, la troisième question, je ne comprends pas bien le jargon. Hein. Vous avez parlé de SG. Et ça signifie quoi? OP? Ah, ok, d'accord. Là, je comprends un peu. Parce que OPCVM, c'est dans notre directive. Alors,
les OPCVM, je disais que la directive prévoit les exonérations sur les revenus des OPCVM. Maintenant, une directive, comme on dit, elle doit être transposée. C'est-à-dire que pour qu'elle s'applique, pour que l'État l'applique sur donc, les citoyens, il faut qu'il y ait un texte donc, national qui reprend les dispositions de la directive. Okay? C'est vrai qu'il y a des situations où bon, les juridictions peuvent intervenir, bon, on peut saisir une juridiction pour dire bon, il y a un manquement d'intérêt, parce que normalement, l'État a un délai pour internaliser. S'il ne le fait pas, vous pouvez maintenant saisir peut-être la justice pour invoquer le fait qu'il y a une directive qui existe, l'État n'a pas internalisé, vous, ça vous crée préjudice, et puis donc inviter les juges à obliger l'État à vous appliquer ces dispositions-là. Donc, je voulais dire par là qu'il y a des États qui ont internalisé, qui appliquent, il y en a qui ne l'ont pas fait. Peut-être c'est cet élément-là qui peut faire la différence de traitement selon le territoire où vous vous trouvez. C'est ça qui peut être l'explication. Si l'État n'a pas transposé, il n'applique pas la disposition. Si le territoire X, vous êtes là-bas, ça ne vous sera pas appliqué. Par contre, si l'État Y a transposé et qu'il applique, là, vous allez bénéficier de la mesure. Le dernier élément, c'est concernant donc les services financiers. Et là, je disais, c'est les taxes indirectes. Bon, là, il n'y a pas. La directive dit les services donc d'intermédiation financière sont exonérés donc assimilés à des exportations et exonérés de TVA et de toute autre taxe indirecte. Parce qu'en fait, vous avez des pays où au lieu que ce soit la TVA, vous allez avoir une autre taxe indirecte comme la taxe ou autre qui peut s'appliquer. Étant donné que c'est une taxe indirecte, là, il n'y a pas de problème. Si l'opération est réalisée sur un territoire, on applique la règle. Il n'y a pas la question de résidence ou des choses. C'est l'opération qu'on regarde. Parce que là, c'est un critère objectif, ce n'est pas un critère personnel. C'est ce qu'on peut dire. Merci, M. Diko. M. Dabire, vous voulez ajouter? Bon, on est un peu pris par le temps, je ne sais pas. Voilà, donc je sais que le débat il est très passionnant, les questions aussi sont très très pertinentes, mais malheureusement nous sommes pris par le temps. Si vous voulez, on pourra poursuivre les échanges et les discussions sur la thématique au détour de la pause café ou bien de la pause déjeuner. Mais là, nous sommes obligés de remettre le micro à Michel Akogny et nous vous demandons d'applaudir encore une fois nos éminents panélistes pour la qualité de leurs exposés.